parler de l'amitié. On parle de l'amour, de l'écoute, mais de l'amitié en fait. Qu'est-ce que ça peut, dans un contexte aussi qui est le nôtre, que ça peut, si un élément particulier, on peut sentir. Parce que l'amitié est autant difficile à vivre que l'amour finalement. Donc, ma question en creux, ça vient d'une incapacité finalement à vivre cette amitié. L'amitié et l'amour, c'est encore une forme de représentation affective. C'est une chose, le psychologue. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il y a une résonance. Au plus vous vous rendez compte que on est tous pareils, quand vous avez découvert vos peurs, votre jalousie, votre anxiété, votre stupidité, votre arrogance, on les rend découvert en vous, vous vous rendez compte que tout le monde apporte la même. Donc ça vous amène une forme d'affection. Quand je vois l'autre, je vois moi-même. Quand je vois la stupidité de l'autre, je me reconnais parce que je suis exactement comme lui. Donc ça amène une facilité. Ce qui rend difficile pour les êtres humains les relations, c'est de penser que l'autre est différent. Moi j'ai raison, l'autre a tort. Donc il y a toujours une relation difficile. Et je me rends compte que l'autre est exactement comme moi. Quand il a peur, il est méchant. Quand il est dans la sécurité, il est généreux, il est gentil. Donc je me reconnais chez l'autre. Donc quelle que soit la relation, quel que soit l'environnement, je trouve des gens sympathiques. Même les gens antipathiques sont sympathiques. Par contre, il y a des résonances qui sont purement chimiques, qui sont là. Il y a des odeurs qui vous stimulent plus, il y a des formes qui vous stimulent plus, il y a des odeurs, il y a des goûts qui vous stimulent plus, il y a des sonorités de voix qui vous stimulent plus, il y a des formes d'intelligence qui vous stimulent plus, il y a des formes de sexualité qui vous stimulent plus, il y a des formes de sensibilité artistique qui vous stimulent plus. Mais ça c'est purement, je dirais, mécanique. Et on n'est pas obligé de les suivre. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas certaines stimulations, mais pour certaines raisons. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui vous stimule à tous les niveaux. Donc à un moment donné, on n'a plus besoin d'être avec quelqu'un qui nous correspond. Celui qui cherche quelqu'un qui lui correspond vit dans un imaginaire, il sera toujours déçu. N'importe qui ça nous correspond. Par contre, il y a des cas où il y a une fluidité sexuelle, une fluidité intellectuelle, une fluidité artistique qui est plus ou moins marquée. Mais celui qui a besoin de trouver une relation équilibrée, etc., vit un déséquilibre affectif et ne trouvera jamais d'équilibre. Donc c'est une non-demande. Quand vous avez vraiment découvert que vous avez besoin de rien, vous sentez vraiment libre affectivement, vous n'avez pas besoin d'être aimé, je ne sais pas à quoi ça vous servirait, vous n'avez pas besoin que vous compreniez, donc c'est vous qui comprenez les autres, vous n'avez pas besoin qu'on vous respecte, donc c'est vous qui respectez les autres. Si vous ne demandez plus rien, vous allez avoir des relations très faciles avec tout le monde. Vous n'attendez rien, vous ne demandez rien, vous donnez tout en relation sans demander quoi que ce soit au retour, comme avec un enfant. Un enfant, vous donnez tout, vous ne demandez rien. Et c'est ça les bonnes relations. Et si j'attends quoi que ce soit de mes enfants, ben la vie est infernale. Donc, donnez tout à la relation, ne demandez rien. Et puis les mots d'amour, d'amitié, c'est des mots pour les écrivains, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une résonance, il y a une facilité. Il y a des arbres, rencontrer un arbre, vous avez une forme de résonance avec l'arbre, des fois avec un animal, des fois avec un pays, des fois avec un voisin. Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Tout est fluide. Le fluide, c'est quand j'attends rien, je ne demande vraiment rien. L'autre est parfait comme il est. Il n'a pas à changer, il n'a pas à me comprendre, il n'a pas à m'aimer, il n'a pas à être fidèle, il n'a pas à m'accepter, il n'a rien du tout. Il a à être exactement comme il est, c'est comme ça que je le veux. Et vous verrez, les relations sont faciles. Et on ne sait pas ce que c'est l'amitié. Le voisin sait avec qui vous couchez, qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, qui vous êtes amis, et vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a rien à penser. Penser, c'est une forme d'imaginaire. Quand relation, c'est identique, comme relation veut dire quelque chose. Pour nous, il ne veut pas dire grand-chose. Mais on ne pense pas. Donc il y a une fluidité facile. Mais qui vient d'avoir vu ses propres limites. Tant que je n'ai pas vu mes limites, je trouve que c'est insupportable que l'autre soit violent, c'est insupportable que l'autre soit jaloux, c'est insupportable que l'autre... À ce moment-là, je me mets à faire des ultimatums.
Je me prends pour un homme, pour une femme, les hommes qui se prennent pour des hommes veulent que les femmes soient comme ça. Les femmes qui se prennent pour une femme veulent que les hommes soient comme ça. On va exiger. Il ne faut plus faire ça. Je veux plus tu vois cette personne, c'est pas bien. Tu vois plus cette personne, je ne te vois plus. Alors on n'est pas ultimatum. Eric, tu peux parler plus fort. Ça, c'est pas des relations, c'est d'imaginaire affectif, puéril, pathologique. Donc le seul élément de base, c'est rien demander. Ce que je demande à l'autre, quoi que ce soit d'autre que d'être ce qu'il est. J'ai pas besoin de son attention, j'ai pas besoin de son amour, j'ai besoin de rien. Je fais ce que je peux pour l'aider, selon ma capacité. Ça va être là. Il n'y a pas de retour attendu. Ce qui fait plaisir, c'est de donner, c'est pas de recevoir. Là, les relations sont faciles avec les parents, avec les chiens, avec les enfants, avec l'environnement, avec la société. Quand vous n'attendez rien de la société, vous avez une bonne relation avec la société. En tout cas, l'autre a toujours raison. Ça, c'est la base de la vie en société. L'autre a toujours raison. Si c'est difficile pour moi, c'est que j'ai un problème. Je vais voir un psychologue. Parce qu'il n'y a rien de difficile. Mais la moindre exigence, c'est qu'on est dans un imaginaire infantile. Celui qui a des exigences va le payer un jour très cher. Parce que l'autre n'est pas là pour répondre à mes exigences. La vie n'est pas là pour répondre à mes exigences. Celui qui a des exigences sera déçu, trompé, va se sentir bafoué, va se sentir mis en question, etc. Pas la vie. C'est un cadeau de la vie. Jusqu'à ce qu'on ne demande plus rien. On n'exige rien, ni la vie de quelqu'un, ni la mort de quelqu'un, ni le retour, etc. Moi, j'ai du mal à entendre ça. Parce que des fois, il y a des relations dans lesquelles il peut y avoir de la violence, dans lesquelles il peut y avoir quelque chose de dangereux. Oui. Et c'est pour ça de rien demander. Des fois, il y a des limites à poser. Tout n'est pas bon. L'autre a toujours raison. Non, l'autre n'a pas toujours raison. Non, mais vous savez, ici on ne donne pas de conseils. Ouais. Tout ce qu'on dit, c'est si vous voulez vivre la vie pleinement, il faut que vous arriviez à cette conclusion. Tant que vous voulez que l'autre change, c'est respectable. Tant que vous voulez que les gens violents ne soient pas violents, c'est respectable. Vous allez avoir à attendre longtemps. Peut-être que vous voulez également qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de torture, qu'il n'y ait plus de cancer, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de cataclysme, que le gouvernement soit différent, que l'opposition soit différente, que vous voulez que votre corps soit différent. Vous allez attendre longtemps. Donc c'est tout à fait légitime de vouloir que ce soit différent. Et à un moment donné, vous vous rendez compte du mécanisme. Personne ne dit de subir les choses. Si un lion vous attaque, c'est pas violent, un lion, ça a le droit de manger. Que vous le viviez de manière violente, c'est tout à fait normal. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas imaginer une violence psychologique qui n'existe pas. Le lion fait ce qu'il a à faire. Il cherche à manger. Pas pour lui, pour ses enfants. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez tuer le lion. Vous pouvez grimper à un arbre. Et à un moment donné, vous n'êtes plus affecté, vous n'êtes plus terrifié, vous n'êtes plus cassé par la violence soi-disant du lion.
Si quelqu'un vous tape dessus, la personne qui vous tape dessus ne peut pas faire autrement. Elle est trop bête pour se rendre compte de son mécanisme, elle n'est pas capable. Vous pouvez résister au coup, vous pouvez vous entraîner en combat, vous pouvez vous casser un bras, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. Mais à un moment donné, vous ne pouvez plus souffrir parce qu'il est violent. Et beaucoup de gens souffrent parce que l'autre est violent, sont tristes que mon partenaire soit violent. Il n'y a pas à être triste, il est comme il est. Vous pouvez partir, vous pouvez le tuer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller à la police. Donc personne ne dit ici qu'il faut ne rien faire. Mais ce n'est pas la peine de souffrir parce qu'il est violent, il n'y est pour rien. Il est violent parce qu'il souffre. Et il n'a pas d'autre forme d'intelligence que la violence. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, on les insulte, ils sont agressifs, vous tapent dessus. Ce n'est pas des gens méchants, c'est des gens qui ont sacrifié pour leurs enfants, pour leurs chiens, etc. C'est comme quand un chien vous mord, c'est pas un méchant chien, c'est un chien qui a peur. Quand quelqu'un vous taper dessus, c'est qu'il a peur, parce que il a peur de quelque chose. Vous avez dit quelque chose qui le remet en question, mais c'est insupportable pour lui. Il n'a pas d'autre possibilité, vu son niveau intellectuel, que de vous taper dessus. Donc vous pouvez parer les coups, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital, mais vous ferez ça fonctionnellement si vous êtes sans aucun élément affectif avec le fait qu'il soit violent. Parce qu'il n'y peut rien. Et si un lion vous mangez, si vous commencez à trouver que ce lion exagère, que ce lion devrait être non violent, que ce lion devrait faire du yoga, ça vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel qui est comment échapper au lion. Toute l'énergie est comment échapper au lion. On ne s'occupe pas du problème psychologique du lion. Bon, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut être fonctionnel dans ce contexte et néanmoins ressentir quand même une forme de tristesse pour la personne en face de nous? Et si c'est, comme vous dites, c'est non, être triste, c'est une maladie. Voilà, mais ouais. Pourquoi être triste? Celui qui est violent en a besoin. Il va se découvrir comme ça. Un jour, il va s'apercevoir de quelque chose. Rappelez-vous, quand Jean-Clain parle de son autobiographie, il dit à 8-9 ans, j'oublie, peu importe l'âge, il joue du violon, puis le chien commence à hurler. Et il attrape un morceau de fer pour taper sur le chien, et il se rend compte de sa violence. C'était super, vous n'avez pas voulu que Jean-Clain ne soit pas violent. C'est parce qu'il a eu ce moment de violence qu'il a réalisé quelque chose. Et celui qui veut vous étrangler, un jour, va réaliser quelque chose, il en a besoin. Oui. Soyez pas triste pour la personne. La personne vit ce qu'elle a besoin de vivre. Il faut l'aimer comme il est. Oui. C'est pas vous décider, ah non, il devrait être moins violent pour vivre ce qu'il doit vivre. Non, il a besoin exactement de vivre ce qu'il vit, avec la violence qu'il a. Oui. Donc on n'est jamais triste pour l'autre.
J'ai une question à propos de la détente ou du bien-être. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce qu'on va dans quelque chose de soi qui est plus profond? Une fois dans un entretien, vous disiez à propos de ça, justement, c'est dommage si vous vous arrêtez, si vous cherchez cet état-là de détente ou bien-être. Moi, j'avais compris qu'il devait y avoir quelque chose derrière. Et est-ce que c'est pas justement le bien-être les prémices de quelque chose de l'ordre de l'être, en fait? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut se rendre compte que le bien-être, qui est deux bien-être, on va dire, pour l'analyse, il y a le bien-être causé par quelque chose et il y a un bien-être sans cause. Le bien-être sans cause est un reflet direct de la tranquillité, ce que vous êtes profondément. Mais le bien-être qui a une cause est une forme d'artifice. C'est uniquement parce que vous avez eu la satisfaction, vous couchez avec votre voisine, après vous avez un bien-être, c'est un bien-être qui va vous ramener tout à vos manques, etc. C'est vrai qu'en tant que bien-être, il se reflète plus à ce que vous êtes profondément qu'au manque. Mais du fait où vous le liez à une situation, il vous éloigne finalement de l'élément essentiel. C'est pour ça qu'on dit dans l'approche tantrique que quand vous êtes dans un moment de satisfaction, que ce soit après un épanouissement sexuel ou culturel ou artistique, peu importe, de ressentir la joie, mais de ne pas lier la joie à la cause apparente. C'est-à-dire quand vous sortez du concert, asseyez-vous dans votre voiture et sentez l'immense tranquillité du corps, l'immense joie du corps, mais sans vous dire ça vient du concert. Après avoir une relation physique, c'est la même chose. Après avoir regardé un clair de lune, c'est la même chose. Vous sentez cette joie, et ne la liez pas à la chose. Alors, si vous faites ça, on va dire, régulièrement, il va y avoir progressivement des moments où, je dirais, tout va mal dans votre vie, et puis, malgré ça, il y a des moments de très grande tranquillité, très grande joie qui vont être là. Et quand vous commencez à avoir des moments de joie, de tranquillité, alors que votre corps n'est pas en grande forme, psychologiquement, c'est pas brillant, vous ne savez pas comment payer votre loyer, la dynamique de chercher des moments de joie, de tranquillité, en payant son loyer, en ayant des relations physiques ou en regardant la lune, va se réduire en vous. Et au moins il y a d'énergie pour avoir eu une satisfaction du désir, au plus de nouveau il y aura de l'espace pour que le désir, que la satisfaction apparaisse sans désir. C'est un peu comme un cercle vicieux. Et on a l'idée de faire quelque chose pour vous satisfaire, va devenir complètement incongru. Quand on vous dit, voilà, on va au restaurant, on va sortir ce soir, on va faire un voyage là-bas, on va faire ça. Et on voit ces gens qui font ça parce que ça va leur faire plaisir, mais vous avez déjà le plaisir. J'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin d'être aimé, j'ai pas besoin de faire l'amour, j'ai pas besoin de faire ceci pour avoir ce qui est naturellement là. Et pour ça, il faut voir le mécanisme. Donc quand vous avez un moment de joie, même s'il a été causé par quelque chose, quand vous ressentez la joie, donnez-vous à cette joie sans la référence conceptuelle. C'est très important. C'est une des parties essentielles de l'approche directe. Et c'est ça qui va brûler en vous la fantaisie que cette joie vient de quelque chose. Même si vous achetez une nouvelle voiture et vous êtes dans la voiture et ça vous fait vraiment plaisir cette nouvelle voiture, arrêtez-vous, sentez la joie, oubliez la voiture. Et quelque chose va se passer à ce moment-là. C'est la même mécanique en fait qu'avec l'anxiété, l'angoisse. Absolument. Si ce n'est que la joie, on va dire, comme sa nature est expansive, elle va plus facilement se résorber dans la joie que l'angoisse ou la tristesse, qui est une nature de contraction. Donc il y a demander plus d'écoute, il faut être plus malin quand on est anxieux que quand on vient de faire l'amour pour
pressentir la tranquillité. Jusqu'à un moment donné où ça devient le contraire, parce que quand vous lisez la biographie de Jacques Luzeran, quand il est aux États-Unis, à un moment donné, il dit dans sa mémoire, très vrai, que c'est relativement facile de laisser vivre de la négativité quand on est à l'écoute, mais que c'est encore plus difficile de laisser vivre la joie sans être pris par l'objet. Et à un moment donné, on va se méfier des objets qui rendent joyeux. Parce que vous voyez le mécanisme, que vous avez l'impression que c'est une joie sans objet, en réalité, elle est encore objective. Alors qu'au moins, quand vous avez peur, quand vous êtes anxieux, vous voulez vous libérer de ça. Alors quand vous êtes content de votre maîtresse ou de votre chat, il y a une espèce de fixation qu'on ne voit pas. Parce que pour l'instant, elle est fidèle et pour l'instant, le chat est adorable. On a l'impression qu'on est libre, mais il suffit qu'une chose arrive pour se rendre compte qu'on n'est pas libre. C'est pour ça qu'il faut explorer les relations humaines, parce que les gens qui vivent seuls, qui vivent coupés un peu du monde, c'est très facile d'avoir une espèce de mythe, de s'imaginer être autonome, et puis vous tombez amoureux de quelqu'un, puis la personne couche avec le voisin la semaine d'après, et vous vous rendez compte que votre autonomie était quand même imaginaire. Donc il faut pas se garder des relations affectives, sinon on s'imagine arriver à une forme de tranquillité qui est, elle, vraiment imaginaire. Et si l'objet de la joie, c'est soi-même, c'est cette vibration, par exemple. C'est ça, c'est pareil. C'est très bon signe, mais il faut également laisser la vibration mourir. Sinon, même une extase, ça a sa place, ça fait partie du processus de purification. Mais même le samadhi, à un moment donné, on doit lâcher. C'est encore quelque chose. C'est encore une forme de séparation. Mais c'est des choses qui se font naturellement dès qu'il y a la perspective. Il n'y a plus besoin de moments extatiques finalement. Le moment extatique peut arriver, mais la manière froide, il n'y a plus l'extase chaude. Il faut que les moments extatiques, même le samadhi, deviennent froids. C'est-à-dire qu'ils laissent vraiment indifférent. C'est le cerveau, sa cérébralité qui passe à certains moments, mais tout ça apparaît vraiment dans une écoute. Mais ça se fait organiquement, il n'y a rien à organiser là-dedans. Eric, quand on a des attentes, quand on voit qu'on a des attentes par rapport à des personnes ou par rapport à la vie, quand on s'aperçoit qu'il y en a encore qui ressortent, qu'est-ce qu'on peut faire à part les voir? Il faut aimer ça, parce que tout ce qui nous arrive, c'est ce qui est indispensable. Donc quand je vois que j'ai un attachement vers quelqu'un, j'ai besoin de cet attachement. Donc, il ne s'agit pas de vouloir se libérer de l'attachement, comme dans les qui font du yoga, toutes ces choses où on essaie de se... dans le fascisme de Patanjali, où on essaie de se libérer des attachements, on essaie de se libérer des contraires, etc. Dans l'approche tantrique, c'est une approche inclusive. Donc, je me vois que je suis attaché à mon fils, je vois que je suis attaché à ma voiture ou à mon mari, c'est parfait, j'ai besoin de cet attachement. Je vis avec ma limite. Ma limite ne me limite pas. Je vois, c'est comme ça, j'ai cette limite en moi, et alors, c'est pas un problème. Vous arrivez à sauter 1m50, c'est bien. 2 mètres, non. Je vis avec cette limite. Il y en a qui sautent 2 mètres, moi je ne peux pas. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. L'attachement, c'est la même chose, c'est froid. Je vois que je suis attaché, et alors? C'est ma caractéristique du moment. Mon psychisme fait que je ne peux pas faire autrement d'être attaché à telle personne, c'est très bien comme ça.
j'ai besoin de cet attachement, donc je vais devenir de plus en plus intime, et cet attachement, je vois comment il fonctionne. Et si un jour c'est plus la peine, ça va me quitter. Je n'ai jamais à quitter un attachement. C'est l'attachement qui me quitte. Et les tas de choses avec lesquelles vous étiez attachés, ça ne vous touche plus maintenant. Vous n'avez pas fait d'effort. Maintenant, voilà. Ce qui soit causé d'attacher maintenant, dans certains temps, vous ne serez pas détaché, mais ça sera tout seul. Donc il ne faut jamais essayer de se détacher. Mais au contraire, vous créez un processus contraire. Donc quelqu'un qui aime la viande, et puis il a lu dans les Marie-Claire qui ne veut pas manger de viande, etc. Et pour être spirituel, et il ne mange pas de viande. Il crée un blocage, tôt ou tard, 10 ans après, 30 ans après, il va se jeter sur la viande, sur du poisson, il va devenir violent, etc. Quand on n'a pas compris que la viande n'est pas un aliment, qu'on n'a pas de notion écologique, c'est la pollution de la planète, on mange de la viande, et c'est parfait comme ça. Un jour, on va explorer ce que ça veut dire manger de la viande, tous les niveaux, etc. Et éventuellement, ça va changer, ou non. Chacun a sa limite, c'est respectable. Il n'y a pas de conflit. Le conflit est toujours psychologique, la psychologie est inutile. Nous, on n'a aucune attitude qui pourrait amener à un conflit possible. C'est ça qui est important. C'est le non-conflit qui permet la maturation. Et vouloir changer quelque chose en nous, on est violent, vouloir plus être violent, on est attaché, vouloir plus être attaché, on est jaloux, plus être jaloux. Là, vous avez créé vous devenez une pâture pour les psychologues. Pourrions-nous revenir à ce qui a été évoqué en fin d'après-midi concernant, je ne saurais pas redire, dans tous les cas les tensions, et soit les pensées, soit le mental, je ne me souviens plus, ce lien, ce qui fait que quand la tension disparaît, la pensée ou le mental n'est plus là, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que finalement, le mental, la pensée et le corps, c'est deux images, c'est deux concepts. Il y a une seule chose, mais notre civilisation judéo-chrétienne et l'incompétence des formations scientifiques font que les gens parlent encore d'un corps et d'une pensée. Comme à l'époque, on parlait de l'âme et du corps. Et finalement, il y a des médecins qui parlent de médecine psychosomatique. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire ? Il n'y a pas un corps, il y a un esprit, il y a un corps, l'un qui influe l'autre. C'est quand même stupide. Et quelque chose que, pour décoder sémantiquement, j'appelle des fois le corps et des fois le psychisme. Mais c'est les deux côtés de la même pièce. Donc quand le corps arrive à une profonde vacuité, et le mental qui n'est pas différent du corps, le mental c'est le corps, est vacant aussi. Et quand le mental est paisible, le corps est paisible aussi. Parce que c'est la même chose. Donc il n'y a pas de lien entre les deux parce qu'il n'y a pas d'eux. Mais c'est notre langage, c'est vraiment la sémantique, la structure du langage qui fait que dans le langage commun, on parle du corps et du psychisme, de l'influence du psychisme sur le corps. Il y a même des gens pseudo-scientifiques qui arrivent encore à cette aberration de penser que la pensée peut influencer le corps, que le corps influence la pensée. Non, c'est la même chose. Ce que vous pensez, c'est corporel. On stimule cette zone du cerveau. Vous avez chaud, vous avez froid, vous pleurez, vous êtes amoureuse, vous êtes anxieuse, vous êtes extatique. Vous avez mal aux pieds, vous avez mal à la rate, vous avez mal au cœur. Tout ça, ça dépend de la stimulation de certaines zones cérébrales. La pensée, c'est le corps. Et le corps, c'est la pensée. Je comprends à peine intellectuellement et en fait je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? C'est plus que normal. Si vous disiez que vous compreniez, je vous dirais que vous avez encore simplifié les choses
et que votre compréhension était bidon. On ne peut pas comprendre parce que notre système cérébral ne nous permet pas de penser autrement qu'en sujet-objet, cause à effet, sujet perçu, objet qui perçoit. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas penser autrement que cette carte que notre cerveau invente du monde est une carte objective. Je dis qu'on se rend compte, c'est une carte symbolique, une carte allégorique, une carte religieuse. Il y en a qui croient en Dieu, c'est la même chose. Il y en a qui croient à la démocratie, c'est la même chose. Il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient à l'amour, il y en a qui croient à la fidélité, il y en a qui croient à leur équipe de football. Tout ça sont des représentations qui n'ont qu'un sens, mais sauf pour celui qui les vit affectivement. Donc on ne peut pas le comprendre, on peut le pressentir. Il faut avoir l'intelligence justement quand vous êtes dans ce pressentiment, de ne pas conclure, parce que si vous concluez, vous tombez dans un sens ou dans l'autre. Ou vous tombez côté corps, vous tombez côté esprit. Et comme il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est complètement bidon. Voilà, vous créez une nouvelle religion, un nouveau concept scientifique, mais quel que soit le concept scientifique que vous avez créé, il est bidon. Parce qu'il ne pourra pas être formulé sémantiquement autrement qu'en forme dualiste. Votre cerveau ne peut pas penser la non-dualité. Il peut la pressentir, on ne peut pas la penser. Les tensions dans le corps sont créées par quoi? Par une attitude mentale, une façon d'être au monde, une fermeture qui fait qu'il y a une contraction dans le corps. Une contraction, c'est un mécanisme de survie. Branché sur un clou, votre pied se contracte. C'est un mécanisme de survie, la contraction. Physique ou psychologique, c'est la même chose. C'est pas faux. Mais uniquement si le mécanisme est laissé libre de compréhension idéologique, c'est une réaction de l'instant. C'est-à-dire, on vous donne une gifle, vous avez le bras qui se lève, vous bloquez la gifle s'arrête, le bras descend. Le problème, si vous avez une deuxième gifle, vous refaites pareil. Si vous avez 100 gifles, vous refaites pareil. Si vous avez 1000 gifles, mais à un moment donné, après 1000 gifles, j'ai l'impression que quelqu'un a donné une gifle, il ne le donne pas et le bras se lève. Et on dit une porte claque et j'ai l'impression que le bras se lève et on dit le bras reste levé. C'est à ce moment-là que la problématique intervient. Le premier mouvement de parer la gifle n'est pas problématique. Le corps fonctionne comme ça. Mais le problématique, c'est quand la contraction devient d'être exceptionnelle, devient occasionnelle, et puis devient régulière, et puis devient constante. Et un problème, c'est quand une réaction qui avait sa valeur de manière occasionnelle est devenue constante. Le corps ne sait plus lâcher après la réaction. Ouais. Donc si vous prenez trop de gifles, à un moment donné, votre corps ne se rend pas compte que ce n'est pas une gifle qui est là et ce n'est pas la peine de manier le bras ici. Si vous marchez sous trop de clous, le pied va réagir même si ce n'est plus un clou. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que c'est un mécanisme qu'on va observer, qu'on va explorer, qu'on va ressentir. Et si ce mécanisme s'est inscrit en moi, en étant de plus en plus sensible, de plus en plus à l'écoute, le corps va comprendre que quand il n'y a plus de gifles, ce n'est pas la peine de parer des gifles.
Il n'y a pas le clou, c'est pas à peine de tendre le pied. C'est l'intimité avec le mécanisme qui va permettre que le corps réalise ce qui est inutile. Juste avant, vous avez dit que le corps et la pensée, c'est la même chose, que la pensée, c'est le corps. Quoi avec l'imaginaire? Quel est le rôle de l'imaginaire? La fonction? L'imaginaire, c'est une forme de fuite, finalement. Quand vous ne vous rendez pas compte de l'intensité du moment, vous pensez à autre chose. Vous avez un bon amant, vous ne pensez pas. Et puis ce bon amant, à un moment donné, devient répétitif, et puis à un moment donné, vous mettez à vous ennuyer. Et quand vous êtes avec cet amant, vous mettez à penser à celui d'avant qui était différent. Pourquoi? Parce que la relation est moins intime et moins intense. Quand les moments de la vie sont de plus en plus intenses, il n'y a plus de place pour l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pour les gens malheureux, les gens qui s'ennuient. Si vous croyez pauvre, vous allez rêver à l'argent, vous allez fantasmer sur de l'argent. Puis quand vous vous rendez compte de votre richesse, vous ne pouvez plus fantasmer sur l'argent. Tout l'argent du monde, vous l'avez. La richesse, vous l'avez. Donc la fantasme s'arrête par inutilité. Donc c'est normal, quand quelqu'un se croit malheureux, quelqu'un se croit seul, il s'imagine, il pense à des femmes ou à des hommes, quelqu'un se croit pauvre, il pense à l'argent, quelqu'un se croit un unijambiste, pense à la course à pied, etc. Bon, il y a des imaginaires. Et à un moment donné, quand vous allez pressentir de plus en plus, vous venez à ces moments de vibration, d'écoute que vous connaissez, et quand vous êtes dans cet état d'écoute, de vibration, vous demanderez qu'est-ce que tu veux? Vous allez dire mais je veux rien, j'ai ce que je veux, je l'ai maintenant, je veux rien d'autre. Quand vous fréquentez de plus en plus intensément ces moments de totale satiété tactile, le besoin de s'imaginer en train de faire l'amour avec le voisin, ou en train d'acheter une voiture, ou de voler une voiture, ou de la faire en voyage ici ou là, vous paraît complètement tellement insipide, tellement fatigant mentalement, pourquoi faire? Et alors maintenant, ça ne vaut rien ce que je sens. C'est pas beau, je suis ici, il faut que j'aille là-bas pour voir la beauté. C'est pour les gens malheureux d'aller chercher quoi que ce soit. Ça n'empêche pas si la vie se fait de voyager, bien sûr, de ceci ou cela. Mais ça, c'est pas la vie, s'il n'y a pas l'affectivité, le besoin de les gens qui ont besoin de partir en vacances, il y en a qui ont besoin de nager, il y en a qui ont besoin d'être sur une plage, etc. Tous ces fantasmes pour... non, je suis à la plage maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller à la plage. Dans ces circonstances où on va à la plage, on va à la plage. Pour voyager aussi. Mais il n'y a pas le besoin. Donc s'il y a le temps, s'il y a l'argent, s'il y a la situation, s'il y a la curiosité ethnique, pourquoi pas voyager? Mais je n'ai pas le besoin de voyager. C'est ça qui est très important. Vous pouvez rencontrer un voisin, vous pouvez rencontrer une voisine, mais il n'y a pas le besoin de la rencontre. Vous partez du plus, vous partez de la satisfaction, et qu'une situation qui est rencontrée pour la satisfaction va automatiquement se débrouiller dans la satisfaction. Puis quelque chose qui vient du manque, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de faire une rencontre, ce qui vient du manque va tout le temps ramener au manque. Dans le voyage, mais quand j'ai le retour, ah, c'est terrible, c'est fini, je suis de retour dans ma médiocrité.
Non, il n'y a pas de médiocrité. Il y a cette totalité, cette satiété tactile. De là, je pars en voyage. Le voyage est aussi beau que chez moi, mais il n'est pas moins beau, parce qu'il n'y a rien qui soit moins beau. Et je reviens dans la même beauté. Ça, c'est un vrai voyage. Et si je me sens misérable, je vais en voyage, c'est merveilleux. Quand je reviens, je me sens de nouveau misérable. Et la plupart des gens fonctionnent comme ça. Donc on doit voir le mécanisme. Dans l'imaginaire, c'est un signe qu'il faut changer d'amant. C'est-à-dire que vous ne voyez pas combien la situation présente est totalement satisfaisante, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, notre psychisme, notre éducation, elle va à l'encontre de ça. Il y a des gens qui sont seuls, ils s'imaginent qu'il faut qu'ils fassent une rencontre, il y en a qui sont en couple, ils s'imaginent que ce serait mieux s'ils étaient seuls, etc. Chacun pense que si c'était différent, ce serait mieux. Mais si je ne pense pas, l'imaginaire a plus sa place. Je ne demande rien à une situation, quand vous avez le maximum de l'extrême satisfaction du moment. Et là, il n'y a plus le moindre imaginaire possible. Puis il faut le sentir, c'est pour ça que tout le travail corporel, le savoir ne sert à rien. Mais il faut le sentir tactilement. En fait, une séance comme on fait ici, ou qu'on finit ici normalement, il y a cette vibration, il y a cette autonomie, et vous n'avez pas besoin de faire l'amour, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin d'aller au cinéma, vous n'avez pas besoin de partir en voyage, vous n'avez pas besoin qu'on vous aime. Il y a cette globalité tactile, c'est le début, mais commencez par ça, et ensuite ça se déploie dans des couches de plus en plus profondes. Il faut voir, chez la plupart des gens, l'imaginaire de courir, là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Pourquoi on va quelque part? Pourquoi ça sert? Des fois, on travaille, mais des fois, ça fait bouger, on travaille. Mais à quoi ça sert psychologiquement? Ça ne va pas ici? C'est quoi mon problème? J'ai un problème ici, j'aurai un problème là-bas. Là-bas, je vais le cacher momentanément. Mais du fait que je serai là-bas, si je restais là-bas, j'aurais le même problème là-bas. On arrête de fuir, on reste où on est. Mais si les circonstances géopolitiques font un mouvement, on suit le mouvement. Mais il n'y a plus l'impulsion. C'est très important. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur le rire? C'est une expression de la clarté. Mais ensuite, le rire a des tas d'expressions, il y a des expressions plus ou moins externes. Et quand quelqu'un rit, c'est que sur un certain point, il lâche prise. Même quand on rit, même quand je vois une vieille dame qui s'étale dans la rue, si j'éclate de rire, même ça, contrairement à ce que la psychologie occidentale décrète, c'est pas de la méchanceté, c'est pas
c'est un lâcher prise, parce que finalement, on se voit dans la vieille dame. C'est pour ça qu'au plus celui qui tombe est important, au plus ça nous fait rire. Si la voisine tombe, c'est amusant, mais si vous voyez Donald Trump tomber, c'est encore plus amusant, vous allez encore plus rire. Pourquoi? Parce qu'il représente quelque chose de plus. Et donc l'ego, on se rend compte qu'au plus on est néo-gothique, au plus c'est amusant de voir son arrogance. Donc c'est pas de la méchanceté. Le premier rire est toujours un rire de liberté vis-à-vis de soi-même. Bien sûr, ça se passe par l'autre, par manque de maturité. Si on a un vrai sens de l'humour, on rit d'abord de soi-même. L'imbécile, c'est moi-même d'abord. Et quand je vois un autre imbécile, sur un certain plan, j'en ris parce que c'est de moi-même que je ris. De manière, à travers lui, je ris de moi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du rire. Il y a des gens qui ont peur du rire, mais on ne devrait pas rire de ça. Non, on peut rire du tout. Parce qu'il faut avoir cette liberté vis-à-vis du tout. Dans le rire, c'est vraiment un sentiment de liberté. Alors bien sûr, après, on peut, au niveau psychologique, les analyses analytiques du rire, on le place dans certains cas. Mais le premier élément de rire, c'est vraiment un rire spontané, c'est pas un ricanement, bien sûr. C'est un rire spontané, c'est un rire qui vient de liberté vis-à-vis de l'image de moi-même. Que je n'arrive pas encore à voir sur moi-même des fois, mais je le vois déjà par rapport à l'autre. Mais après, on rit surtout de soi-même, parce que le clown le plus ridicule, c'est soi-même, c'est jamais les autres. Les autres, des fois, c'est sympathique aussi, mais comme prolongation de soi-même. Qu'est-ce que c'est la chose la plus ridicule? C'est de passer sa vie à chercher ce qu'on a déjà. Et c'est ça que fait l'être humain. Toutes les autres formes de drôlerie sont des prolongations de celle-là. Celui qui veut être aimé. La clownerie. Pourquoi? Parce qu'il dit l'amour même, il ne se rend pas compte, il ne le sait pas. Alors il pense qu'il faut qu'on l'aime. Quand on l'aime, il se sent bien, il se sent aimé. Il se sent aimé uniquement parce qu'il n'a pas compris qu'il était l'amour lui-même. C'est à lui de s'aimer. Non, je ne m'aime pas, j'ai besoin que l'autre m'aime, mais je suis vraiment bien quand l'autre m'aime. Et quand l'amour devient vivant en moi, l'autre m'aime ou non, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça qui est amusant. On est le meilleur clown du monde quand on voit son fonctionnement. Et les autres sont comme on n'est pas séparés des autres, c'est des reflets de nous-mêmes. Il n'y a rien de plus amusant que de voir sa suffisance, de voir sa prétention, de voir sa peur, etc. dans une situation. Abhinavagupta, dans le Tantra Loka, parle du rire, asta. Le sens du rire, le sens du comique, il en parle comme étant un signe de la clarté.
moi je côtoie plus souvent les larmes que les rires. C'est vraiment la même chose. Sentez ces moments-là. C'est pas des moments à changer, c'est pas des moments c'est des moments à sentir. Quand vous avez cette émotion, quand il y a une tristesse en vous, vous allez vous rendre compte que cette tristesse, c'est la grâce qui vous frappe de cette manière-là à ce moment-là. Vous devez totalement l'accepter. Cette tristesse, c'est pas quelque chose, vous êtes au courant, c'est pas quelque chose qui vous manque, c'est quelque chose que vous pressentez. Vous pressentez très intensément quelque chose, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction le trouver. Et c'est ça, c'est la vraie tristesse. Ça peut amener à une forme de folie. Je veux vraiment ça, mais je ne peux pas l'attraper. Mais voilà, pour l'instant, c'est la grâce exprime comme ça à travers vous. Ça bougera, ça bouge. Mais il faut totalement, quand il y a ces moments de tristesse, pas être triste. Sentez la tristesse, exactement comme après un opéra, vous vous dites c'était triste, c'était superbe. Sentez la tristesse dans le ventre, dans la poitrine, dans le bas-ventre, dans la mâchoire, dans le plexus, dans l'estomac, dans la nuque. On peut vraiment, vraiment sentir, pour rendre toute la technicité possible, tactilement, explorez-la. Vous êtes vraiment décollé. Il n'y a rien de triste en vous, il y a tristesse. C'est pas à cause de ceci, c'est pas à cause de cela. C'est la grâce qui prend cette forme dans ce moment-là précis. Vous vous laissez faire, comme après, quand vous aurez des extases de joie, il faudra également se laisser faire. C'est pas plus facile l'un que l'autre. C'est le même processus. Rien à changer, rien à comprendre, rien à transformer, rien à améliorer, rien à diminuer. Même rien à dire oui, rien à dire non, il n'y a rien à dire. Sentez, sentez, sentez. Encore un peu chez vous cet imaginaire que la sortie peut être demain. Non, la sortie, elle peut être que maintenant. Et maintenant, c'est le senti. Vraiment voir clairement la perspective. Tant que la sortie peut être demain, il y aura constamment imaginaire et rechute. La sortie, elle est maintenant. Et maintenant, ne peut pas être pensable. Maintenant, c'est peut être que senti. Et rester là-dessus. C'est pas ce qu'on sent qui nous intéresse, c'est le fait de sentir. C'est parce qu'on écoute, c'est l'écoute. L'écoute est verticale, ce qu'on sent est horizontal. C'est jamais dans ce qu'on sent qu'il y a une ouverture. Vous pouvez redire ce que vous venez de dire. L'écoute est verticale, ce qu'on sent est horizontal. L'ouverture est dans la verticalité. Mais en fait, pas une représentation conceptuelle. Non, attendez, vous l'oubliez.